Oh mon Dieu! Mon Dieu! Prévenu par une femme qui a entendu son voisin hurler dans la rue, Appelez les flics! la police se précipite sur les lieux du drame. Il fallait qu'il aime beaucoup son chien, ou bien il nous racontait des histoires. J'étais sur le point. Je me suis retenu pour pas le plaquer au sol, le menotter et le mettre dans le fourgon. J'ai tout de suite vu qu'elle n'avait plus de verre. Ça avait dû être causé par un choc important. Tout ce qu'il nous racontait était incohérent. C'était des mensonges délibérés. J'ai pris différentes bouteilles et du sang de porc, et j'ai pu recréer la même tâche. Il se passe quelque chose de louche, si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais jamais tué ma femme. Je l'aimais et quand je suis parti ce matin-là, ma femme était en vie. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver fidèle au rendez-vous pour cette nouvelle émission des Enquêtes Impossibles. Un homme couvert de sang se rue hors de chez lui, totalement désemparé. Quand les policiers arrivent sur les lieux, ils découvrent le corps sans vie de Judith, son épouse. De quelle manière la tragédie s'est-elle déroulée et qui est l'auteur de l'homicide? Les enquêteurs disposent de deux méthodes d'investigation complémentaires pour obtenir des réponses à ces questions. La première est psychologique. En interrogeant sans relâche Ross Brown, le mari de la victime et le dernier témoin du drame, ils vont pointer les incohérences éventuelles contenues dans son récit. La seconde est technique. En examinant la scène de crime comme s'il s'agissait d'un film, les experts vont relever une foule de minuscules indices matériels. Et nous allons voir que dans cette affaire exceptionnelle, les policiers ont poussé ces deux méthodes au maximum de leur efficacité. À notre arrivée, on a tout de suite vu un homme devant la maison. Il levait ses mains en l'air et j'ai vu qu'il y avait du sang sur ses bras, sur ses mains et sur le devant de sa chemise. Il était très agité et il criait « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y avait du sang sur la poignée de la porte de protection qui était entrebâillée. La porte en bois, elle, était ouverte. À environ 1 mètre de là, à l'intérieur, j'ai vu une femme allongée sur le dos, la tête vers la porte et les bras au-dessus de la tête. Il y avait aussi des bouteilles de bière brisées, apparemment de grandes bouteilles, et une forte odeur d'alcool à l'intérieur. Et je suis allé voir l'homme sur le perron pour savoir qui était cette femme. Il a répondu « Judith Brown ». Je lui ai demandé son nom et il a dit Ross Brown. J'en ai déduit que c'était sa femme et pendant qu'il me parlait, j'ai senti une forte odeur d'alcool sur lui et ses vêtements. Et j'ai vu qu'il avait une entaille au dos de la main gauche. Les ambulanciers lui ont bandé la main. Il a fallu lui demander de se calmer, de s'asseoir. On est là pour vous aider. Mais il était toujours aussi agressif et il nous repoussait. Allez-vous-en de là! Tirez-vous! Agressif serait le terme le plus juste pour décrire son comportement. À un certain moment, il est même allé jusqu'à s'approcher de moi et à hurler à quelques centimètres de mon visage. Je sentais des gouttes de salive sur mon visage. Chacun réagit différemment dans des situations aussi douloureuses et traumatisantes. Et en général, on fait preuve d'indulgence, mais je n'avais jamais vu un comportement pareil. Ça m'a beaucoup frappé. Laissez-moi! Il insistait pour retourner dans la maison et voir sa femme. C'était la femme avec laquelle il avait été marié pendant 20 ans, mais pour préserver les indices, il fallait tout faire pour l'empêcher d'entrer. Judith Brown était allongée sur le dos dans son vestibule. Elle avait de graves blessures à la tête et il y avait des éclaboussures de sang sur le bas du mur. On peut en conclure qu'elle était par terre quand elle a été atteinte. Près du corps, il y avait un jeu de clés, des lunettes de vue et les goulots de 2 bouteilles de bière. Sur le muret en briques qui séparait le salon du vestibule, il y avait une tache de sang circulaire qui paraissait avoir été laissée par un culot de bouteille de bière.
Il était évident qu'elle avait été frappée par un objet lourd. En dehors des bouteilles, il n'y avait rien qui aurait pu permettre de la frapper comme ça. Les bouteilles avaient donc servi à frapper la victime, ou bien l'agresseur avait emporté l'objet dont il s'était servi. Je me rappelle qu'il y avait des traces de pas ensanglantés, mais aussi de pattes de chien sur la moquette et sur le carrelage. On trouve également des traces de pas dans la chambre où les tiroirs et la penderie ont été fouillés. On a tout de suite pensé à un cambriolage, mais ce n'était pas le cas. Les vêtements ont été saisis en paquets, sortis de la penderie et jetés par terre. Les cintres étaient alignés. On ne les avait donc pas fouillés. On avait sorti des vêtements des tiroirs pour les poser en paquets sur le lit. Ça n'avait rien à voir avec le désordre qu'on constate après le passage de cambrioleurs qui jettent tout n'importe comment. Rien d'autre n'avait été déplacé. Les télés, les magnétoscopes, les chaînes stéréo, tout était apparemment à sa place habituelle. On avait maquillé la scène de crime pour donner l'impression que quelqu'un avait voulu cambrioler la maison. Et on sentait qu'il y avait eu un puissant déchaînement de colère et de haine sur cette scène de crime, et les violences infligées à la victime ne correspondaient pas à un cambriolage qui aurait mal tourné. On a aussi trouvé un morceau de céramique dans l'entrée de la chambre, collé sur la moquette par du sang. Il était très coloré d'un côté, et de l'autre, il était ébréché. Il était taché de sang, et il se trouvait non loin du corps. On ne voyait pas du tout d'où il pouvait venir, et bien sûr, on s'est dit que c'était peut-être un fragment de l'arme du crime. Et est-ce cette arme qui a endommagé la montre de Judith Brown? Il n'y avait plus de verre, alors on pouvait en conclure qu'elle avait été cassée pendant l'agression. Et cette montre, je m'en souviens très bien. Elle indiquait 9h, 14 minutes et 28 secondes. Même la trotteuse s'était arrêtée. Dehors, Ross Brown est toujours aussi agité. Je le voyais. Il était là. Il était couvert de sang. Il pouvait s'agir d'un crime conjugal. C'était suspect. Mais il y était peut-être pour rien, et alors, cet homme était, lui aussi, une victime. On lui a expliqué que s'il voulait qu'on retrouve le coupable, il devait absolument nous aider dans notre enquête. Le meilleur moyen pour le faire était de nous suivre au commissariat. Êtes-vous impliqué dans la mort de Judith? Vous voulez rien. Je dois vous le demander. Vous voulez rien. Non. Les enquêteurs notent aussitôt que la scène de crime semble avoir été maquillée en cambriolage. Car les objets de valeur contenus dans la maison n'ont pas disparu. Et le linge a été sorti en pile des tiroirs sans être froissé ou dispersé. Il relève aussi des bris de bouteilles de bière, une tache de sang circulaire et un morceau de céramique qui peut faire partie de l'objet contondant ayant servi à frapper la victime. Autre détail capital, la montre de Judith, sans doute brisée lors de l'agression, indique 9h, 14 minutes et 28 secondes. S'agit-il de l'heure du crime à la seconde près? Ross Brown, qui est à la fois témoin et suspect, est convoqué au commissariat par l'inspecteur Fox pour interrogatoire. S'engage alors une conversation sous haute tension. Vous n'êtes pas obligé de parler, mais si tel est votre souhait, tout ce que vous direz sera enregistré et pourra être retenu contre vous. Vous comprenez? J'ai rien à cacher. D'accord. Je suis arrivé à 16h20 et vous confirmez qu'à ce moment-là, vous étiez très contrarié? Tout à fait. Vous aviez également l'air très fâché, vous le confirmez? Oui. Et vous déchargiez une bonne partie de votre colère sur... Tous ceux qui étaient autour de moi. J'ai interrogé Ross sur les événements de la journée, ses déplacements et bien sûr ceux de sa femme Judith. Ross nous a dit que c'était une journée comme toutes les autres. Après les préparatifs normaux de la matinée, leurs 3 enfants sont partis à l'école et Ross s'est retrouvé seul avec sa femme Judith. Je vous ai demandé à quelle heure vous avez quitté Judith et vous avez répondu à 9h ce matin. Oui, vers 9h. C'est ça, vers 9h. Vous avez alors décidé d'aller promener votre chien.
J'ai fait la vaisselle comme d'habitude, j'ai passé le balai, j'ai fait les lits, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait les poussières, parce que ma femme travaille et pas moi. De quoi avez-vous parlé avec elle avant de partir? Je lui ai dit que je ne serais pas là l'après-midi parce que je devais emmener mon fils à l'entraînement de football. À quelle heure part-elle travailler? À 15, à 20. Vous êtes sorti avant qu'elle parte au travail? Où êtes-vous allé? J'ai emmené mon chien sur la plage. Sur quelle plage l'avez-vous emmené? La plage du coin. Je savais déjà que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Il faisait vraiment très froid et il pleuvait par intermittence. Pour passer entre 1 heure et 1 heure et demie sur la plage avec son chien par ce temps, il fallait qu'il aime beaucoup son chien, ou bien il nous racontait des histoires. Il a promené son chien pendant 1 heure ou 1h30 avant d'aller au pub d'Anna Bay, aux alentours de 10h30. Vous avez passé combien de temps au pub? 2 ou 3 heures. Combien de verres avez-vous pris ce jour-là au pub? 5 ou 6 demi environ. Je suis allé au bottle shop et j'ai acheté 2 grandes canettes de bière. Je me suis garé dans l'allée. J'ai descendu le chien, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai mis par terre. J'ai ramassé mes bières. Je suis reparti et je me suis dirigé vers la porte d'entrée avec mes bières. J'ai ouvert la porte, le chien est entré. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce spectacle horrible par terre. Oh mon Dieu! J'ai pris ma femme dans mes bras et j'ai hurlé. Je crois que j'ai lâché ma bière et je suis ressorti par la porte d'entrée. Je ne sais plus si j'ai fait quelque chose dans la maison ou pas parce que j'étais tout retourné. Vous vous êtes baissé pour la prendre dans vos bras. Oui. Comment avez-vous fait ça? Vous dites que... J'en sais rien. Où avez-vous mis vos bras? Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Judy, Judy, Judy !» Il se rappelle avoir essayé de la relever en la portant et il est possible qu'il se soit entaillé la main à ce moment-là. C'est peut-être à ce moment-là, je sais pas. Je suis sorti en hurlant par la porte d'entrée, je suis allé tout droit chez Belinda et je lui ai crié d'appeler la police. Appelle les flics! La police interroge également une autre voisine qui a assisté à cette scène. Monsieur Brown a entraîné une autre voisine à l'intérieur et après avoir vu la scène, elle est ressortie de la maison pour aller vomir. Comment vous sentez-vous? J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi? De tout ce tralala. J'avais une femme. Je sais pas ce qui lui est arrivé. On m'annonce qu'elle est plus en vie. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Ça vous contrarierait pas? C'est ce que je veux savoir, ce que vous ressentez. Je suis très, très en colère. On ne savait toujours pas si c'était l'agresseur ou si c'était un mari choqué et en colère qui cherchait d'une façon ou d'une autre à se soulager. Il n'est pas toujours facile de s'adresser à quelqu'un dans cet état, mais on lui a expliqué qu'il était essentiel pour nous d'avoir une idée de ce qui était arrivé. Comment ça se passait entre Judith et vous? Vous vous disputiez souvent? Vous ne vous êtes pas disputé hier soir ou ce matin? Quand vous vous disputiez avec Judith, c'était à quel sujet? Je suis avec cette femme depuis 20 ans. Probablement pour les trucs habituels de tous les jours. L'argent est généralement à l'origine de la plupart des disputes. C'était une cause de dispute dans votre famille? Si je disais qu'on se disputait jamais à ce sujet, je serais un menteur. Elle vous reprochait de boire ou autre chose? Non. Judith pensait que vous buviez trop?
Avez-vous déjà frappé Judith pendant une dispute? Non, A-t-elle déjà voulu porter plainte contre vous pour ça? non, non, non. Rien de tout ça. Non. Ma dernière question sera sans doute la plus difficile. Êtes-vous impliqué dans la mort de Judith? Vous voulez Réa? Je dois vous le demander. Vous voulez Réa? Non. L'avez-vous frappé aujourd'hui? Non. Rien de tout ça. Non. Il ne s'est rien passé de tel. Non. Aucune dispute ce matin. Non, absolument pas. D'accord, ça fait partie de mon travail. Vous voudriez rajouter quelque chose? Non, rien du tout. Ross Brown a donné sa version des événements à la police. A-t-il omis de mentionner certains détails? En a-t-il falsifié d'autres? Ou, s'il est l'auteur du meurtre, s'est-il forgé un alibi? S'il n'a pas menti, et si l'on tient compte de l'heure indiquée par l'amant de Judith, le crime s'est produit quelques minutes seulement après son départ de la maison quand il était sorti promener son chien sur la plage. Pour mettre en corrélation les éléments contenus dans le récit et les faits réels, les policiers retournent sur les lieux pour récolter davantage d'indices. Il y avait des empreintes de pattes et de chaussures ensanglantées dans presque toutes les pièces de la maison. La plupart étaient très nettes, mais d'autres étaient invisibles à l'œil nu. J'ai fait apparaître les traces de sang qui n'étaient pas très nettes en utilisant un produit chimique. J'ai utilisé du violet de gentiane. J'ai identifié des traces de chaussures ensanglantées qui appartenaient à Ross Brown. Et chose intéressante, les petites traces de sang dans la salle de séjour avaient été laissées par le chien, Floyd. Floyd a traversé le salon pour aller jusqu'à la cuisine et il est ressorti par la porte du garage. À côté de cette porte, la police retrouve des traces de pas de Ross Brown. À côté de ces empreintes, il y avait des gouttes de sang, et l'analyse ADN a révélé que c'était en fait le sang de Ross Brown. Elle menait à la porte coulissante que le chien avait apparemment empruntée pour sortir, et il y avait aussi du sang de Ross autour de la chaîne de sûreté. Pendant l'interrogatoire, Ross Brown ne m'en avait pas parlé. Retrouver ses empreintes et son sang sur la scène du crime n'a rien de surprenant. En revanche, l'endroit où elles sont localisées l'est davantage. Le fait que Ross Brown ait marché dans le sang de sa femme et soit allé dans la chambre qui avait été mise sans dessus-dessous nous intéressait. Les traces de pas indiquent qu'il n'y a pas eu un seul aller-retour, mais deux. Il a marché dans le sang. Il est entré dans la chambre. Il en est ressorti. Il a encore marché dans le sang. Il est retourné ailleurs dans la chambre et il est ressorti. Ce sont les traces d'une personne très calme, et pas du tout celles d'une personne normalement prise de panique. Plus intéressant encore, Ross Brown a ensuite marché dans le sang de sa femme pour aller jusqu'à cette porte. Il l'a ouverte et apparemment, il a laissé le chien sortir. Ça ne correspond pas au comportement d'une personne qui trouve sa femme baignant dans une mare de sang et qui réclame des secours. On a emporté le pick-up de M. Brown au commissariat de Maitland pour l'examiner et sur le plateau, on a trouvé une trace de patte. Et le résultat des analyses a montré qu'il s'agissait du sang de Judith Brown. Comment s'appelle le chien? Floyd. Floyd. Où était Floyd à ce moment-là? Est-ce qu'il est ressorti ou est-ce qu'il allait et venait? Je crois qu'il se promenait dans la rue. Et on me l'a ramené. Il a demandé à son chien de grimper dans le pick-up, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a dû porter le chien pour le déposer sur le plateau. Le chien a gambadé devant la maison et dans la rue. Pourtant, cette empreinte de pattes ensanglantées était bien visible et bien nette. Logiquement, le sang se serait dissipé si le chien s'était effectivement promené. Mais là, elle était très nette.
Si ça s'était passé en fin d'après-midi, si Ross avait déposé son chien sur le plateau alors que la police était là, elle n'aurait jamais été aussi nette. Il fallait donc savoir de quand datait cette empreinte, du matin ou de la fin de l'après-midi. Les bouteilles brisées posent également problème. Il y avait du verre partout, dans la salle à manger, le vestibule et même dans la chambre. Ça ne correspondait pas vraiment à l'histoire qu'il m'avait racontée. Il disait être entré et avoir lâché les bouteilles en la voyant morte sur le sol. L'autre détail qui a tout de suite retenu mon attention était le cercle de sang sur le mur de séparation dans le vestibule. En le voyant, j'ai pensé qu'il correspondait au culot d'une bouteille de bière et ça ne correspondait pas non plus à l'histoire que Ross Brown m'avait racontée plus tôt. Ça contredisait complètement ce qu'il nous avait dit. S'il avait immédiatement laissé tomber les bouteilles, on n'aurait jamais retrouvé cette trace. Les enquêteurs se demandent si ces bouteilles ne seraient pas l'arme du crime. Pendant l'autopsie, on a remarqué aussi que son bras avait de nombreuses égratignures. De plus, on a retrouvé des fragments de verre incrustés dans sa peau. J'ai alors imaginé que Judith avait peut-être essayé de se protéger d'un jet de bouteille de bière. Une bouteille n'a cependant pas pu causer le traumatisme crânien de Judith. L'entaille de 11 cm et la fracture du crâne sont dues à un objet beaucoup plus lourd. Dans cette entaille, on a trouvé de la matière que l'on a identifiée comme étant de minuscules particules de peinture. Elle se trouvait à une telle profondeur qu'elle devait provenir de l'arme utilisée pour la frapper. On a alors demandé à des membres de sa famille et des amis s'ils pouvaient nous aider, s'ils voyaient un objet dans le vestibule pouvant servir d'arme. Plusieurs personnes nous ont alors parlé d'un butoir de porte en céramique dans l'entrée. Il s'agit de l'un des butoirs de porte fabriqués et peints par la mère de Judith. Alors la police obtient d'elle un second exemplaire. Puis, elle compare des fragments aux particules retrouvées dans la blessure de Judith ainsi qu'aux morceaux de céramique découverts sur la moquette de la chambre. Et ils sont en tout point identiques. Nous étions convaincus que c'était l'arme du crime. Je l'ai ouverte. Vous l'avez poussé, qu'est-ce que Floyd a fait? Il est entré. Il est entré avant vous. Ouais. Et vous, vous avez vu Judith dès ce moment-là? Dès que la porte s'est ouverte, ma femme était allongée là. Environ 4 jours après le meurtre, Ross Brown a accepté de revenir chez lui pour nous aider dans nos recherches. Il était très important de passer par cette étape parce qu'il y avait beaucoup de points depuis le premier interrogatoire qu'il fallait clarifier. Et beaucoup de choses qu'il nous avait racontées contredisaient ce qu'on avait trouvé. Ross, vous pouvez faire une pause quand vous le souhaitez. Non, ça va. Dites-le nous. Non, ça va. Pendant cet interrogatoire, Ross nous a de nouveau raconté ce qui s'était passé. Je suis arrivé ici et elle était allongée là. Je suis sûr que la bouteille est tombée. Je me suis précipité par terre. D'accord? La bouteille est par terre, qu'est-ce qui se passe? Je la laisse tomber. Vous savez où le chien est allé? Il est allé par là? Parce que, comme vous le dites, Judith était ici. Il l'a évité ou il a tourné autour? Le chien est là avec nous. Le chien était ici. J'en suis sûr. Il a pu s'en aller par là. Je ne sais pas vraiment ce que le chien a fait après ça. Après vous être relevé, vous ne savez plus. Vous êtes allé quelque part? J'ai pu aller par là. Là, vous me montrez votre chambre. J'ai pu aller dedans en tempêtant. Vous êtes allé ailleurs? Je crois que je suis tombé ici, comme je l'ai déjà dit. J'ai dû reculer et je suis parti à la renverse. Vous vous souvenez d'être allé dans une pièce, dans cette chambre? Ouais. C'était la pagaille partout. C'est sûr, c'était la pagaille partout. Alors, vous pensez être entré dedans? Ouais. Vous êtes revenu ici? Vous êtes revenu voir Judith en sortant? Non, je crois pas. Juste avant que vous quittiez la maison, où était Floyd? Vous avez vu Floyd? Aucune idée. La mémoire des gens, surtout quand ils ont subi un grand choc comme M. Brown,
si c'était une victime, peut être altérée. Parfois, elle s'améliore après quelques jours et l'objectif de ce second interrogatoire était de le mettre en situation pour qu'il retrouve la mémoire. Il fallait lui donner une seconde chance de corriger les erreurs de sa première déposition. Les enquêteurs lui font faire le tour de la maison pour voir s'il peut retrouver la mémoire. Êtes-vous venu ici et avez-vous vu quelque chose dans la cour ou rien du tout? Je suis entré par là et je ne me suis pas occupé de cette cour jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Cette porte-ci? Oui. Si vous regardez par là, vous pouvez me dire si elle était ouverte, fermée ou à moitié ouverte? Elle devait être fermée. Avant de partir à 9 h, vous avez fermé cette porte à clé? On a dû la fermer à clé bien avant ça. On a dû la fermer avant que les enfants partent à l'école. Vous vous êtes dit qu'elle était encore fermée de l'intérieur? Fermée de l'intérieur. Nous n'avons pas dit à Ross que nous suspections la statue d'être l'arme du crime. En entrant ici et en regardant autour de vous, y a-t-il quelque chose dans la pièce qui ne soit pas à sa place ou qui ait disparu? On voulait voir comment il réagirait et s'il nous en parlerait. Au départ, quand on est entré, il n'en a pas parlé. En regardant par ici, est-ce qu'il manque quelque chose dans le vestibule, une chose qui devrait être ici? Il devrait y avoir un butoir ici. C'est uniquement quand j'ai attiré son attention sur le vestibule et que je lui ai demandé s'il manquait quelque chose qu'il nous a dit que le butoir de porte avait disparu. Vous savez où il était quand vous êtes parti ce matin-là? Il était là? Il était toujours ici. Il manque autre chose? Est-ce qu'il y avait des vases ou des cruches? On ne posait jamais rien ici. Et il paraît que ma femme n'est pas allée travailler, c'est vrai? C'est vrai. Son sac? Je vois son sac nulle part. À quoi ressemble son sac? Il est à peu près de cette taille. Pendant un interrogatoire sur une scène de crime, on s'intéresse aussi au langage corporel et au comportement de l'individu. Je pense que ce qui a surpris beaucoup d'enquêteurs, moi y compris, c'est que Ross n'a pas été impressionné en revenant dans cette maison. Si elle partait travailler, elle aurait pu poser son sac ici parce que quand elle se prépare, elle fait différentes choses avant de partir. Généralement, je suis là quand elle s'en va. D'habitude, je pars plus tard. C'était exceptionnel. En moi-même, je me disais qu'on était décidément très loin du mari traumatisé. Ross Brown conduit ensuite les enquêteurs à la plage où il a promené son chien. Oui, si j'entre dans l'eau, il me suit aussi loin qu'il peut. Je fais du longboard. Juste là. Ici? Oui. C'est l'endroit où il est allé boire ce jour-là J'ai pris quelques verres, il pleuvait à verse. et où il a acheté ses bouteilles de bière. Je sors, j'ai 2 grandes canettes, je monte dans ma voiture et je pars dans cette direction. Où avez-vous acheté ces bouteilles? Ce magasin-là. Le magasin juste à côté du pub? D'accord. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, les contradictions s'accumulent entre les indices découverts dans la maison et les renseignements que fournit Ross Brown aux policiers. Comment expliquer par ailleurs son absence totale d'émotion en retournant sur la scène de crime à l'endroit exact où quelques jours plus tôt sa femme gisait dans une mare de sang? Pour pousser leur avantage, les enquêteurs décident de recueillir les informations au préalable et de les confronter ensuite à la version de Brown. En l'interrogeant sur la provenance des bouteilles de bière, une nouvelle contradiction leur saute aux yeux. Ross a dit être arrivé au pub aux environs de 10h30 ce jour-là. Il y passait normalement 1 heure ou 2, tout au plus. Ce jour-là, il y a passé près de 4 heures. Et au lieu de boire 3 ou 4 demi, la vidéosurveillance a montré qu'il avait bu au total 12 demi. La quantité d'alcool qu'il a consommé nous intéressait car il nous a dit, comme d'autres personnes, qu'il devait emmener son fils à l'entraînement de football à plus d'1 heure de route de là. Un homme qui doit faire ça et qui boit autant d'alcool, je ne crois pas qu'il ait réellement eu l'intention de faire autre chose que de rentrer chez lui. Pourtant, l'enregistrement montre, et plusieurs personnes le confirment,
que la main de Ross n'est pas encore entaillée. Cela s'est donc produit lorsqu'il est rentré chez lui, sans doute avec ses 2 canettes de bière. Les enquêteurs se sont procuré les tickets de caisse du magasin datés de cette journée. Aucun ticket de caisse ne faisait apparaître un achat isolé de 2 canettes de Tooheys à long col ce jour-là, pas un seul. Et plus important encore, à aucun moment on ne voit apparaître ce jour-là Ross Brown sur la vidéosurveillance du magasin. Dans le cas où la mémoire de Brown serait défaillante et où il se serait approvisionné en bière dans un autre magasin, les policiers poursuivent leurs investigations. Mais aucun ticket de caisse, ni aucun enregistrement vidéo d'une quelconque boutique ne viennent confirmer sa version. Tout ce qu'il nous racontait était incohérent. C'était des mensonges délibérés. La question est, si Ross Brown a tué sa femme, quel était son mobile? Vous avez la même heure? Ouais. Vous êtes rentré à peu près à quelle heure? Aux alentours de 2 heures. Ça peut être avant ou après, je sais pas exactement. Je n'ai pas vraiment vérifié, mais je crois qu'on a appelé l'ambulance et la police aux environs de 15 heures. Ça vous donne une idée de l'heure qu'il était? Il était peut-être 2h30. Il pouvait même être 3h moins 20. Il y avait beaucoup d'incohérences dans sa version des faits et beaucoup d'éléments qu'on pouvait réfuter. Mais rien ne nous permettait encore de l'inculper ou d'aller plus loin. C'était vraiment frustrant. On sait où on va, mais il n'y a pas assez d'éléments. La police continue donc de décortiquer le récit de Ross Brown. J'ai pris mes bouteilles sous le bras comme ça. D'accord, les deux? Les 2 bouteilles. Sous le bras. Ouais, sous le bras. Sous le bras gauche. Même s'ils savent qu'il n'a pas acheté ces canettes, ils doivent vérifier si le verre éparpillé sur la scène du crime peut se répandre comme il le prétend. Je l'ai poussé. Cette expérience a montré que même si de minuscules morceaux de verre ont pu être projetés à une certaine distance, ça n'expliquait pas un tel éparpillement. Ça a prouvé que les bouteilles n'étaient pas tombées, mais qu'elles avaient été jetées à terre, contrairement à ce que disait M. Brown. Les enquêteurs s'intéressent ensuite à la trace de sang sur le mur de séparation. Pour tenter d'établir ce qui avait laissé cette marque, j'ai utilisé différentes canettes de bière et du sang de porc, et j'ai pu recréer la même tache. Et le diamètre de ce cercle correspondait au culot d'une bouteille de Tooheys. Il était évident que cette bouteille avait trempé à un moment ou un autre dans le sang de Judith Brown. On l'avait ensuite posée sur le mur de séparation alors que le sang n'avait pas encore séché, avant de la briser près du cadavre. L'élément suivant est la montre. Au cours de son enquête, la police apprend que Judith était une femme très méticuleuse. Elle pense donc que sa montre était à l'heure. Mais s'est-elle arrêtée au moment du crime? J'ai tout de suite vu qu'elle n'avait plus de verre. Ça avait dû être causé par un choc important. Les aiguilles étaient dans l'axe du remontoir. Elles indiquaient 9h14 et 28 secondes. Je l'ai retourné, j'ai démonté l'arrière et enlevé la pile. Il y avait du sang à l'intérieur de la montre sur la platine, le circuit et les contacts. J'en ai conclu que la pile et le mécanisme de la montre se sont arrêtés au contact du sang. L'heure de 9h14 était très précise. Elle s'apprêtait à partir travailler quand c'est arrivé. Même si Ross apparaissait de plus en plus suspect, on n'avait pas de mobile. Le début de l'enquête avait montré que c'était un couple heureux. Alors, s'il avait fait ça, on voulait savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a pu le pousser à se déchaîner de la sorte et être aussi violent avec sa femme? Quand vous êtes à court d'argent, elle accepte de vous en prêter? Si ça arrive, elle me demande combien je veux. Pendant des mois, on a étudié la situation financière de cette famille. Et tout à coup, on a pu s'en faire une idée claire.
On a découvert qu'ils avaient placé une forte somme d'argent sous la forme d'un dépôt à terme. Ce dépôt était uniquement au nom de Judith. Sa famille nous a dit que Ross était un panier percé et que Judith devait par conséquent veiller sur l'argent de la famille. J'aime jouer aux courses et boire quelques bières. Mais le couple dispose d'un compte commun. 6 semaines avant le meurtre de Judith, le solde était de 7 600 €. On peut miser 20 € et jouer sur toutes les courses de Sydney. Le 1er juin, la veille du meurtre, Ross Brown a retiré la totalité de l'argent de ce compte. Il ne disposait d'aucune réserve d'argent, en dehors du dépôt à terme au nom de Judith. Le même jour, Ross Brown contacte sa banque. Il veut savoir de quelle manière il peut transférer le dépôt à terme sur le compte commun. L'employé lui répond que, pour ce faire, il doit obtenir l'autorisation écrite de sa femme. Quand l'employé lui a demandé pourquoi il voulait faire ça, Ross a dit « Il se passe quelque chose de louche, si vous voyez ce que je veux dire ». C'était encore quelque chose dont il ne nous avait pas parlé pendant son interrogatoire. Maintenant que l'argent semble être un mobile plausible, Ross Brown est à nouveau interrogé. Pourquoi avez-vous demandé le 1er juin, la veille du décès de votre femme, comment mettre cet argent aux 2 noms? C'était juste une question. Est-ce que c'était possible? Avez-vous déclaré que c'était parce qu'il se passe des choses louches, si vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Pourquoi avez-vous fait ce genre de commentaire? Vous savez, tout le monde a des jours sans. Dans un couple, tout ne se passe pas toujours parfaitement. J'étais peut-être mal luné ce jour-là. Quelles étaient ces choses louches qui se passaient? Elle m'en voulait un peu d'être rentré en retard et on a eu quelques mots, mais rien de grave. On s'est pas battu, rien de tout ça. Vous dites que vous vous êtes disputé le 1er juin. Non, pas du tout. Nos disputes duraient 10 secondes. Comment a commencé cette dispute? Eh bien, je suis rentré du pub et elle m'a dit « T'es encore en retard » et blablabla. Vous vous êtes encore disputé avec elle vendredi matin? Non. Avant votre départ? Non. J'ai embrassé ma femme le matin avant de partir, j'en suis sûr. J'aimais ma femme. Oui. Et j'ai l'impression que vous essayez de me faire dire que j'ai tué ma femme. Cela fait maintenant 4 mois que Judith Brown a été assassinée. Au cours de cette période, son mari n'a jamais contacté la police. On ne parle pas du vol de votre voiture ou du cambriolage de votre maison, mais du meurtre de votre femme, la femme que vous aimiez. Ouais. Vous ne trouvez pas curieux de ne pas avoir cherché à savoir où en était l'enquête? Non, pas du tout. Avec méthode et une infinie patience, les enquêteurs ont réuni au cours des 4 derniers mois un ensemble impressionnant de preuves indirectes à l'encontre de Ross Brown. L'heure est dès lors venue de les lui présenter et de le confondre. L'assassin présumé va-t-il céder à la pression et faire des aveux? Ou va-t-il persister à nier l'évidence et obliger les policiers à étayer encore leur dossier avant de le transmettre au procureur? Le jour où nous l'avons trouvée, elle portait une montre. Je vais vous montrer une photo de la montre. Elle indique 9h14 minutes et 28 secondes. On pense que la montre s'est cassée au moment du meurtre. Sans doute qu'elle a levé le bras pour se défendre. À un moment ou à un autre, elle a été frappée pendant cette altercation. J'essaie de déterminer l'heure à laquelle vous êtes parti. Il devait être 9h ou 9h10, ce qui est très proche de l'heure du meurtre. Ouais, je comprends où vous voulez en venir. Et évidemment, ça laisse très peu de temps à une autre personne pour entrer dans la maison et agresser Judith. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Non, rien du tout. D'après nos observations, on pense que Floyd a marché dans le sang et s'est promené dans la maison avant d'atteindre cette porte. La porte coulissante. C'est ça. Vous dites l'avoir refermée, vous vous en souvenez?
Ce matin-là, ouais. En plus de ces traces de pas, on a trouvé des empreintes correspondant à vos chaussures et au sang de Judith. Après votre arrivée, vous vous êtes dirigé par là jusqu'à cette porte. Il y avait du sang, qui a été identifié comme étant le vôtre, sur cette porte, mais aussi sur la chaîne de sécurité. Il semble que vous ayez dégagé la chaîne de sécurité pour ouvrir la porte, parce qu'on ne voit plus d'empreintes de Floyd après ça. Vous êtes allé ouvrir cette porte pour faire sortir le chien. C'est possible. Vous voyez ces petites coupures et ces lacérations? Ouais. Pour être honnête, on dirait du verre. Il y a du verre ici aussi. Vous le voyez? Quel genre de verre? Du verre de bouteille de bière. Que diriez-vous si on vous disait que c'est la bouteille de bière qui s'est brisée sur l'avant-bras de Judith? La bouteille qui s'est brisée sur l'avant-bras de Judith? Ouais, c'est une possibilité. Vous aviez 2 bouteilles ce jour-là, Ross. Ouais, je suis sûr que j'avais 2 bouteilles. La quantité de verre correspondait à celle de 2 bouteilles. D'accord. Et c'est là qu'on lui a révélé qu'il n'avait jamais acheté les bouteilles au pub d'Anna Bay. Vous les avez sorties de votre réfrigérateur parce qu'on est certain, tout à fait certain, et on peut vous le prouver, que vous ne les avez pas achetées ni dans ce magasin, ni au pub. Vous me dites ça maintenant? Je trouve pas mes mots, mais je suis sûr de les avoir achetés au pub. Il ne les a pas achetés. Il était évident qu'il ne les avait pas achetés, mais il refusait de l'admettre. Je sais qu'il y a la vidéosurveillance et tout le tralala. Et j'affirme que je les ai achetés là-bas. J'ai peut-être bu 8 ou 10 demi ce jour-là, d'accord? Et je suis sûr de les avoir achetés. Je crois que vous êtes rentré chez vous pour maquiller l'accident, car vous saviez déjà que votre femme était morte. J'ai pas maquillé l'accident. Je savais pas que ma femme était morte. Et si je dis que vous l'avez maquillée, c'est à cause de la trace, qui semble être celle d'un culot de bouteille de bière, qu'on a trouvé sur le mur de séparation. Ça ressemble à la trace d'un culot de bouteille, je le reconnais moi-même. Vous pouvez m'expliquer ce qu'elle fait là? Je peux pas. Je vais vous montrer une photographie, le bras de Judith. On a une personne en colère qui tient une bouteille de bière. Elle la lui jette et Judith lève le bras pour l'arrêter. Vous avez dit que j'avais fait ça et je réponds non, jamais. C'est possible? Peter, j'aurais jamais fait ça, ma femme. Vous dites que j'ai pas acheté la bouteille là-bas, mais j'affirme que je l'ai achetée dans la baie. Que vous ayez acheté la bouteille là-bas ou pas n'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est le sujet dont on a parlé aujourd'hui. Je vous répète que j'ai pas tué ma femme. Je l'aimais, et quand je suis sorti ce matin-là, ma femme était en vie. Je ne doute pas un instant que vous aimiez votre femme. Je n'en doute pas une seconde. Je vous regarde quand je vous dis ça. Tous les gens à qui j'ai parlé, avec qui j'ai eu des contacts, me l'ont confirmé. Voilà quelle était la situation chez vous. Vous buvez et vous jouez. Comme tout le monde. Les disputes entre vous et Judith tournaient toutes d'après ce que j'ai pu établir autour de vos dépenses. Je pense que ce jour-là, vous étiez sur le point de partir au pub. Ça s'est passé le matin et tout a eu lieu en un éclair. Judith vous a fait une remarque, elle a dû vous reprocher d'aller au pub pendant qu'elle allait travailler. Vous vous êtes senti frustré et vous l'avez dit vous-même, quand vous êtes contrarié, vous ne vous contrôlez plus. Vous l'avez dit. Je suis quelqu'un de très calme. Mais si on m'agresse, je deviens incontrôlable et personne ne peut m'arrêter. Dans un laps de temps très court, 10 secondes, peut-être 30 secondes, vous avez fait quelque chose à Judith. Et dès que ça a été terminé, je pense que vous vous êtes assis en vous disant « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous avez paniqué, vous ne saviez plus quoi faire. Et puis, vous vous êtes dit « Je vais aller à la plage pour retrouver mes esprits ». Vous êtes parti avec la statue et votre chien.
Vous êtes allé au pub pour avoir un alibi et vous y avez passé la journée en espérant que quelqu'un découvrirait le corps de Judith, mais ce n'est pas arrivé. Le temps a passé et il a fallu partir parce que les enfants allaient rentrer de l'école. Vous avez eu la décence à ce moment-là de vous dire qu'il ne fallait pas que ce soit eux qui la trouvent. Et vous êtes rentrés. Si on récapitule tout ce qui a été dit aujourd'hui, je pense que tout pointe dans cette direction. Si vous avouez, vous aurez des circonstances atténuantes et la Cour en tiendra compte. Elle prendra ça en considération parce que je sais, tout le monde me l'a dit, que vous pouvez exploser soudainement. J'ai demandé à un expert psychiatre de regarder vos interrogatoires. Je lis le commentaire de ce psychiatre, écoutez ça. Il semblerait que le meurtre soit survenu lors d'un déchaînement de colère engendré par une interdiction ou une remarque humiliante adressée à ce moment-là. Cela suffirait à un individu comme Ross Brown pour perdre son sang-froid et se comporter de manière impulsive et violente. Rien n'indique qu'il y ait eu une lutte prolongée. Le meurtre semble au contraire avoir été commis de façon brutale, impulsive et rapide. Je peux dire quelque chose ? Je suis sûr à 100% d'avoir acheté la bière au pub d'Anna Bay. Et tant que je resterai assis là et en vie, sur la tête de mon père, j'ai pas tué ma femme. Je suis désolé, Peter. Inutile de vous excuser. Je veux seulement savoir ce qui s'est passé. Le plus frustrant, c'est quand il est sorti du commissariat après l'interrogatoire. On sait qu'on peut prouver tous ces mensonges, mais il manque un dernier élément pour l'inculper. Eh bien, confronté à l'évidence, Ross Brown persiste à nier son implication dans le meurtre de sa femme. Les policiers vont-ils devoir se résoudre à transmettre au procureur les conclusions de leur enquête en l'état, en prenant le risque que le jury accorde au prévenu le doute raisonnable? Par chance, 1 an après le meurtre, un élément déterminant leur épargne de faire ce choix difficile. J'ai été contacté par une conseillère municipale de Nelson Bay qui a travaillé pendant longtemps avec un de nos témoins. Ce témoin était en fait la femme que Ross Brown avait entraînée de force l'après-midi du meurtre de sa femme sur la scène du crime. Elle m'a raconté qu'elle était chez elle le matin du meurtre et qu'elle a entendu des éclats de voix provenant de chez les Brown. Même si elle n'a pas pu identifier la voix de Judith pendant la dispute, elle était certaine que l'une des voix était celle de Ross. Elle m'a dit avoir entendu une femme crier, mais elle a pensé que c'était une simple dispute. Elle m'a dit que cette dispute avait eu lieu à peu près entre 9h10 et 9h15 et qu'il était parti une dizaine de minutes plus tard. Selon elle, Ross Brown l'a aperçue ce matin-là pendant qu'elle se trouvait à sa fenêtre. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas venir nous voir. Cette déclaration corrobore celle faite plus tôt par un autre voisin qui a vu le véhicule de Ross Brown dans l'allée à 9h10 ce matin-là. C'était le dernier élément qu'il nous manquait. Je me suis assis et j'ai examiné tout ce qu'on avait rassemblé pendant les 18 derniers mois. J'ai alors estimé qu'il y avait assez de preuves pour inculper Ross Brown du meurtre de sa femme. Après un procès qui dure 5 semaines, le jury déclare Ross Brown coupable du meurtre de sa femme. Le juge le condamne à une peine de 18 ans de prison avec la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle à partir de l'an 2017. Le butoir en céramique utilisé pour frapper Judith à mort n'a jamais été retrouvé. Sans doute est-il toujours enfoui quelque part dans les dunes d'Anna Bay. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles, cette série qui vous dévoile les secrets de la police scientifique.